Apéro spécial qui a la pression. Qui a le plus la pression sur cette fin de saison ? Le grand classique. On avait fait un top 10 en début de saison, ça c'est pas un classique. En début de saison, on a fait un top 10 de quels joueurs ont le plus la pression cette saison. Ça c'est avant qu'il y ait 5 matchs joués. Ouais, c'est avant. Et là, maintenant qu'on est bien tranquillement arrivé dans le dernier quart, on est au mois de mars de la saison, là on commence à y voir plus clair sur qui est qui. Et donc, on se demande là sur cette fin de saison / playoff, parce que tu peux avoir des équipes concernées comme des joueurs qui vont aller, on l'espère pour eux, en playoff, qui a le plus la pression là ? Ah oui, c'est une grosse question. Et on a plein de joueurs, et de coachs, et de tout, qu'on peut mentionner parce qu'on va se permettre, c'est une grosse piscine, vous le savez. On est sur un apéro classique de début mars, vous le savez. Là, quand on arrive dans le dernier virage, là, il y a la pression. Comment il dit déjà, Charles Barkley, Alex ? La pression, c'est dans les pneus ? C'est ça qu'il dit, Charles Barkley ? Ça se boit. Et Larry Bird, il dit que ça se boit ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Bref, ils connaissent pas, quoi. Voilà, exactement. On va pouvoir justement débattre de tout ça. On va avoir aussi vos avis, à vous, parce qu'il y en a là pour qui la pression va monter fort. Avant ça, on va vous rappeler, si vous n'avez pas vu l'info hier, elle continue de tomber le lundi 30 mars. On sera à Nantes, au Théâtre des Sans Noms. Donc foncez dans le commentaire en bas de cette vidéo. Si ça se trouve, c'est déjà sold out, mais si ça se trouve, non. Donc voilà, allez checker par vous-même, j'ai envie de dire. Nantaises et Nantais, on débarque. Est-ce que les Nantais ont la pression ? Les Nantais ont un peu la pression, parce que franchement, Léon, il a dit oui. Ouais, franchement, les Nantais, ils ont un peu la pression. Alsace et Lorraine, ils ont mis la barre. Là, je veux pas rentrer dans les histoires de géographie, d'ailleurs, avec... On dira pas qui a été le mieux entre... On va pas rentrer dans les histoires de géographie entre l'Alsace et la Lorraine. Il va rien quand même. Et on va pas non plus se demander si Nantes est dans les Pays de Loire ou en Bretagne. Parce que tu sais qu'il y a ce débat quand même. Moi je voulais juste parler de basket alors. La géographie, c'est un bazar. C'est un bazar. Oui, tout à fait. Non. Qui est le plus grand joueur du FC Nantes ? Tu veux dire Alilodzic ? Oh non. Desailly ? Deschamps ? Non, mais c'était jeune. Ouais. Dites-nous. En commentaire. Je sais pas. Après, il y a eu du monde, il y a eu des grandes années. C'est ça. Pedros ? C'est ton entraîneur qu'ils ont eu. Ouais. C'est un jeu. Ouais, c'est un jeu. C'est le jeu. Le jeu à la nantaise. C'est pas un joueur, qu'est-ce que tu dis ? Le jeu à la nantaise. C'est de nous mettre... Faut que je bosse mes bases. On sera prêt le 30 mars avec toutes nos références. Dans tous les cas, vous foncez évidemment pour prendre votre place si c'est toujours pas le cas, parce que ça va être un grand moment. Regardez, rien que déjà là, on est en train de baigner sur le meilleur joueur du FC Nantes. Alors ça va être incroyable le soir au Théâtre Sans Noms. Tout à fait. Qui a le plus la pression ? Vous pouvez, vous évidemment, nous dire qui, selon vous, a le plus la pression. Parce qu'on essaie de couvrir toute la ligue. Alors, il y a des équipes, elles n'ont pas trop la pression. On va pas se mentir. Oui, allez, pression sur les équipes du bottom de la NBA. Parce que, il faut que je finisse vraiment loin derrière les Nets. Les équipes qui ont la pression d'avoir un bon pick à la prochaine draft ne sont pas dans cet apéro. Non, d'accord ou pas ? Il y a des general managers qui ont la pression parce que si tout ce tanking mène à une sale loterie, tu peux te retrouver sans travail. Mais ils sont pas dans cet apéro. On est d'accord. Là, on parle des équipes vraiment où... On parle des équipes de basket. Il y a quelque chose à jouer, c'est ça. Il y a de l'enjeu. C'est-à-dire que la dernière fois, on avait ce petit joyau dans l'apéro. Là, il dit pas, il est caché. Il est caché, c'est pas pour rien. Voilà. Vous pouvez le remplacer, par exemple, par un Père Noël. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous pouvez voyer. Alex, on va faire un petit ping-pong et je te propose de démarrer avec tes notes. Qui a la pression dans ton carnet sur la fin de saison ? Premier mec qui m'est venu à l'idée quand on a parlé de ce sujet, Paolo Banchero. Je le kiffe, c'est pas faute de le défendre. Je me suis fait critiquer pour l'avoir mis soi-disant trop haut dans le classement des joueurs de moins de 25 ans, tout ça et tout. J'ai tenu bon sur ma barque et tout. Je suis encore dans le train, Paolo Banchero, j'avoue, mais il y a quand même un gros mais là. J'avoue que cette saison, il y a pas mal de phases de jeu où il me gaffe. Mm-hmm. D'une manière générale, sa production statistique brute, 22 points, 8 rebonds, 5 passes, pourquoi pas. Les pourcentages au tir piquent très fort les yeux. Quand tu regardes les matchs, il n'y a pas que les pourcentages au tir qui te piquent les yeux, il y a aussi les tirs qu'il choisit, où tu te dis, c'est normal qu'ils mettent que 30% de ses 3 points, vu les 3 points qu'il prend parfois. Vu qu'il est à 36% à mi-distance. Et puis vu les 3 points qu'il prend parfois, où ça pull up n'importe comment, alors que l'autre, c'est une force de la nature, il fait 2m08, 115 kg, mais limite t'as l'impression que moi je pourrais l'empêcher d'aller au cercle et l'obliger à prendre un pull-up à 3 points, donc ça c'est jamais bon signe. Ouais, mais c'est l'œuf ou la poule ? Alors, exactement. Donc moi j'ai choisi Paolo Banchero. Déjà c'est l'œuf. Et voilà.
Ouais, c'est très bon. Marcel de Saïd, c'est les mecs qui font des... Alors, non, mais concrètement, moi j'ai choisi C'est vrai Paolo qu'Alba, Banchero. Si vous me dites non, le problème c'est Jamal Mosley, j'entends parfaitement. Je suis pas du tout en train de dire que Le tout coach, est... pour ceux qui l'ont Ouais, le coach, pardon. Je suis pas du tout en train de dire que c'est que de la faute de Paolo Banchero. Pas du tout. Je dis juste que non seulement il est pas hyper convaincant sur le terrain, ou en tout cas pas toujours, en termes de régularité, mais en plus... dans les déclarations, là, on vient de voir récemment, là, j'étais en train de checker là sur Twitter le petit échange par médias interposés entre Paolo Banchero et Mosley où C'était quoi les ajustements en deuxième mi-temps? Paolo Banchero dit ouais, je comprends pas parce que les autres équipes elles font des ajustements, elles à la mi-temps, elles les autres équipes. Et là, il y a plus loin, il y a dans un même temps, dans un même espace-temps, il y a Mosley qui dit ça n'a rien à voir avec l'ajustement, il s'agit juste de jouer plus dur. Donc si tu veux, l'ambiance m'a l'air magnifiquement bonne. Toujours est-il que ce soit Paolo Banchero, qui à mon avis a beaucoup de pression sur les épaules au moment peut-être là quand même d'aller en play-off. C'est-à-dire qu'au moment où on fait cette vidéo, ils sont 7e je crois, le Magic. Ils sont tout à fait capables de se hisser dans le top 6 et d'être en play-off sans passer par le play-in. C'est possible. Ils sous-performent totalement par rapport aux attentes. Ils sous-performent complètement par rapport aux attentes. Alors oui, c'est sûr qu'on nous a fait beaucoup de foin autour de Franz Wagner. Malheureusement, Franz Wagner, il n'est pas en santé encore, j'ai envie de dire, cette année. Tu vois. Et l'effectif même au global. Oh, enfin bon, Bane a joué tous les matchs, Wendell Carter a joué tous les matchs. Ils ont toujours des problèmes. Banchero, on a raté un peu et tout machin, mais enfin, quand même, dans l'ensemble, cet été, le management du Magic a dit ok, on y va, on balance les pics de draft et on fait venir un joueur dans le backcourt qui est complémentaire de Banchero, Wagner, donc Desmond Bane. Bane fait sa saison. Il fait sa saison. Jalen Suggs, il y a des blessures, je sais pas trop quoi en penser, j'avoue. Justement, il est blessé, il est pas là. Il a joué 35 matchs, donc voilà. Mais Banchero a beaucoup la pression. Et Mosley a beaucoup la pression, ils ont la pression ensemble et j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas envie de l'affronter ensemble, cette pression. C'est ça le vrai problème. Je sais même pas si on atteint les playoffs parce ou ils que sont encore ensemble. Banchero, ouais t'as raison, le full à poule, tout ça, c'est sûr qu'il y a des fins de match, on est tous là en train de dire qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il fait un pull-up et tout. En même temps, t'as l'impression qu'il n'y a aucun système qui est dessiné, il y a à peine quelqu'un qui vient lui faire un écran, et les rares fois où en fin de match on lui permet de driver, il score ou il a des lancers. Moi j'ai fait mon choix entre le joueur et le coach, perso. Toi t'es plus pour le... Paolo Banchero a plein de choses à devoir régler dans son jeu, oui, on est d'accord. Mais c'est un mec qui a prouvé quand même que, comme tu l'as bien dit, dans le jeu, dans son playmaking, dans ce qu'il est capable de faire, même dans des situations de haute intensité comme en playoff, il est capable de répondre présent et de comprendre comment jouer collectivement. Par contre, je suis désolé, tu regardes le Magic jouer au basket, surtout offensivement. Putain, je suis d'accord. Souffle. On souffle. D'ailleurs, je vais même aller plus loin dans ce sens-là. Pourquoi je prends Banchero aujourd'hui ? Parce que limite, j'avoue, moi je suis limite surpris que Mosley soit encore là. Oui, ils sont encore là, oui, tout à fait. Non, mais bien sûr. Je suis surpris. Et je pense que, attention Banchero, parce que bon là, sauf si le Magic nous fait ce qu'on appelle maintenant dans le jargon une Grizzlies ou une Nuggets, c'est-à-dire dégager son coach fin mars. Ben ça se trouve la vidéo est sortie, il est plus là. Mais oui, moi je pense que c'est ça qu'on va avoir. C'est possible. Banchero il a la pression. Parce que ça va être quoi la prochaine fois ? Donc on lui change de coach, on va trouver un coach machin, et l'autre quoi, ses pourcentages vont pas forcément s'améliorer, les choix, enfin tu vois, il a la pression. Mm-hmm. Parce qu'il y a des grosses lacunes dans son jeu où t'as des gens qui commencent à parler de lui comme d'un role player, alors qu'à la base c'est un numéro 1 de draft. Et que. Non mais je sais, à la base c'est un numéro 1 de draft, mais il n'y a jamais de fumée vraiment sans feu. Les gens exagèrent, le mot nuance a été rayé du dictionnaire, donc voilà. Mais concrètement, s'ils exagèrent, c'est aussi parce que parfois Paolo Banchero se comporte un peu comme un role player qui voudrait être la star mais qui n'en a pas les moyens. Alors que moi, je pense qu'il en a les moyens, attention. Ouais. Mais faut reconnaître que cette saison, il y a trop de... Et je parle même pas forcément des fins de match qui sont très médiatisées, dont on voit les extraits, les machins et tout. Je parle juste des matchs dans leur ensemble. Il y a de la fainéantise en défense. Et le mec, il a un corps de fou malade. C'est un athlète de ouf. Il est grand, il est costaud, il est rapide, nanana et tout. Et parfois en défense, mais il fait chier, quoi. Oui. Ensuite, les choix offensifs sont pas là. Ensuite, parfois, il joue un peu trop perso. Donc ça, je veux bien le mettre sur la tête du coach, dans le sens où il n'y a pas assez de systèmes qui sont mis en place. Mais voilà, Paolo Banchero, grosse pression, parce que je pense que ça va aller en play-off. Et qu'est-ce qu'on va dire si ça va en play-off sans Jamal Mosley, avec un autre coach, machin, et qu'en fait, Paolo Banchero, dès qu'il se fait trapper, il est incapable de prendre une bonne décision. On va dire, ok, Paolo, t'as pas le niveau.
Je suis d'accord. Moi, j'avoue que je reste à bord du bateau parce que, comme tu l'as dit, toi aussi, Je suis dans le bateau. dedans, Il a la pression. Il a la pression, tout à fait. C'est un bateau où voilà, on est là, on met la main, il y a de l'eau qui arrive. Quoi. Ouais. Tu vois, il y a de l'eau qui arrive, tu Tout vois, à fait. genre voilà. Mais il n'y a pas. Je sais pas si je peux te donner 5 coachs qui m'ont plus saoulé que Mosley cette saison. Franchement, on a vu des trucs là. Et le mec, il est dans la même conférence, et même parfois division, que certains entraîneurs qui ont été décimés, qui n'ont pas un tiers de l'effectif et qui se sont quand même défoncés, ont fait nettement mieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, je trouve que c'est pas sérieux de la part du Magic de ne serait-ce que même conserver Mosley. Je pense ça doit partir. Et au moins, on en aura le cœur net. C'est-à-dire que, comme tu le dis, si ensuite on a un coach compétent, expérience, par exemple, un level up, tu vois, on peut compter dessus. Moi, je continue de penser que Banchero, ça peut être un joueur qui est capable de recevoir des gros ordres de la part d'un coach qui sait comment faire et que du coup, il peut atteindre son full potentiel. Mais là... Il y a de la pression sur Paolo. Quoi. Ah oui, bien sûr. Ah ça, par contre, t'as raison. Il y en a un autre. Se plaindre des ajustements non existants de ton coach, ça va pas suffire, ça va pas tenir longtemps, ça. Ouais, et puis on n'arrête pas de lui rentrer dans la tête à Paolo. On lui dit, mec, c'est ta faute. Moi, je comprends qu'au bout d'un moment, tu dis... Il a ras le cul. Je dis pas que c'est la bonne réaction, mais t'as raison, il y a de la pression. Il y a de la pression, c'est sûr. Moi, j'ai à la Minnesota. Minnesota, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Bah, chez notre ami Chris Finch. On y est. Là, frérot, on y est. On est au plus haut sommet de pression de Chris Finch. Ça y est, c'est bon. Là, mon copain, on t'a donné absolument tout ce qu'il fallait potentiellement sur le papier. Anthony Edwards, il est présent, il a un niveau extraordinaire. Tu voulais des ajustements à la deadline, on t'a donné Ayodo Sumnu. Tu veux te défoncer, il y a Dante DiVincenzo. Tu veux ta sortie de banc, t'as Naz Reid. Tu veux du développement, t'as Jalen McDaniels. Tu veux une top défense, t'as Rudy Gobert. 2 finales de conférence consécutives, les Wolves, très grosse compétition à l'ouest. C'est quoi l'objectif minimum des Wolves là ? Déjà de faire minimum aussi bien. Finale de conf donc. Oui, de toute façon, dès que tu fais en dessous, il passe pas. Non mais ok. Donc ça veut dire ne pas se faire dépasser par le train Spurs qui arrive à fond les wagons là. Ouais. Bien rejouer si ça se trouve le train comme ils sont en train de le montrer, le train Nuggets, parce qu'en fait la match-up Nuggets-Wolves, bah finalement ils aiment bien Minnesota d'année en année, ils sont en mode tu sais qu'on peut vraiment les avoir. Donc tu as beaucoup de cases qui sont cochées dans ce groupe. Ils ont de la continuité, ils n'ont pas construit de manière trop rapide, ils ont des gars qui sont là depuis longtemps, ils ont de la continuité, ils ont même été faire des petits ajustements, à la récupérer un petit Kyle Anderson, ils ont même été rechercher Mike Conley comme ça au buzzer, juste on t'a transféré mais on t'a récupéré. Pour moi, les Wolves, ils ont tout ce qu'il faut pour faire un run de play-off frappant. C'est-à-dire que, même si tu me dis là, par exemple, que les Wolves sont capables de se retrouver en finale NBA ou d'aller gagner le titre, le chemin, pour moi, il existe, parce qu'on sait que les play-offs, c'est une longue aventure, et que si tu as une série où un mec se blesse en face, je pense qu'ils ont la plupart des ingrédients. Superstar, défense, expérience. Mais je suis d'accord sur les ingrédients. S'ils se font fumer en demi de conf par le Thunder, par exemple. Non, mais le Thunder, le champion en titre. Ouais, mais... Pas les Rockets, pas les Spurs. Une équipe comme le Thunder. Chris Finch ne passe pas. Okay. Chris Finch ne passe pas du tout. Et je pense pas que ce sera ni la tête de Randle, ni la tête de Rudy, ni la tête de qui que ce soit. La première, ce sera Chris Finch, parce qu'en fait, là, quand on voit ce qui se passe à Minnesota, les choses les plus frustrantes et frappantes avec cette équipe, c'est à quel point cette équipe joue au niveau de son adversaire. Il y a des soirs où les Wolves, tu les regardes et tu dis, ça joue le titre. Et il y a des soirs où tu as l'équipe F des Sixers qui débarque, il leur en colle 30. Ils sont énervants. Alors tu peux en remettre sur les joueurs, sur les Anthony Edwards, sur les leaders, mais on a eu Rudy. Alors Rudy, il a gueulé sur les... Qui a gueulé. Mais il a gueulé, c'était adressé aux joueurs aussi, je pense, pas qu'au coach. Pas qu'au coach, tout à fait. C'était aussi à Anthony Edwards et Julius Randle en mode, les gars, c'est bien d'en mettre 45, mais en fait, si vous en prenez 50 derrière, ça sert à rien, tout à fait. Mais c'était aussi dirigé vers Chris Finch, et d'ailleurs, Chris Finch, il a répondu publiquement vis-à-vis de Rudy. C'est-à-dire, fallait pas sortir ça du vestiaire et compagnie. Donc, Chris Finch a aidé ce groupe à aller 2 fois en finale de conférence. À une équipe qui a beaucoup de pression au global, les Wolves, mais ont le talent nécessaire et l'effectif pour moi pour vraiment surprendre tout le monde. Et j'insiste, tout le monde. Vraiment, on va faire le playoff sans fiction. Je serais pas étonné qu'il y ait des gens qui puissent dire franchement, Minnesota, ils sont capables d'aller en finale NBA. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais il faut aussi être capable de s'ajuster. Série en série. Donc il y a eu des trucs qui étaient bien, on l'a vu par le passé, avec Karl Anthony Towns avant, puis ensuite avec Julius Randle. Là,
à quoi on va avoir droit en fait? Est-ce qu'on va avoir un groupe qui est totalement du père et qui face au Thunder du coup se fait sortir parce qu'en fait on se dit en fait on n'a pas trouvé les bons line-up, en fait on savait pas s'il fallait utiliser Naz Reid avec Julius Randle ou Naz Reid avec Rudy Gobert ou Rudy Gobert avec Jalen McDaniels. Il y a des choix à faire là. Il va y avoir des gros choix à faire en play-off. C'est le gars numéro 1 que je vais surveiller. Okay. Parce que je pense que... Il a la grosse pression, je pense. Je suis on est d'accord. Moi, je veux ton avis sur les Wolves un peu et sur Chris Finch. Non, il a la grosse pression, je suis d'accord. 2 fois en finale de conf. Très compliqué pour eux d'assumer le fait de ne pas faire au moins aussi bien. Oui. Et le problème qu'ils ont, c'est que je pense qu'ils en sont capables de faire aussi bien, voire mieux, c'est-à-dire d'aller en finale NBA. Oui. Mais le problème qu'ils ont, comme tu l'as très bien dit, c'est qu'il y a un train Spurs là, qui prend beaucoup de place tout d'un coup. Il y a quand même le Thunder qui est toujours en tête de la conférence Ouest, qui est champion en titre, malgré les blessures, avec un Shea qui revient, on verra pour Jalen Williams, mais il y a fort à parier que le Thunder soit compliqué à jouer une fois venu le temps des playoffs. Les Nuggets, c'est vrai qu'ils les prennent bien. Oui, mais sur une série. Mais c'est dangereux. Mm-hmm. Voilà, et après, on ne sait pas vraiment ce qu'il adviendrait d'une série contre les Lakers. On imagine quand même mal les Wolves se faire taper. L'année dernière, ils les ont défoncés, et tu vois, ça peut se reproduire. Faut se méfier, mais ça peut se reproduire. Et après, faudrait voir aussi, tu vois, le pire qui puisse leur arriver, c'est un 4-5 contre les Rockets. Et genre, ils passent pas, tu vois. Genre, dès le premier tour. Ça, c'est terrible. Tu vois. Parce que, et il faut faire attention. Je sais que les fans des Wolves vont me dire, ah bah non, quand même, et tout. Attention, les Rockets, c'est typiquement, justement, l'équipe qui peut jouer dur, comme eux, costaud, peut bien défendre. Il leur manque un gros gars à la main. Par contre, ils ont vraiment des gros gars envoyés sur Anthony Edwards. Ils sont capables de le faire chier. Plus ils ont en Kevin Durant des arguments. Plus ils ont un bon coach qui est capable de tenter des choses, des ajustements, de jouer grand et tout. Donc, je dis pas du tout que les Rockets fument forcément les Wolves. Hein. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut faire attention parce que tu as raison de souligner le problème. C'est que là, pour retourner en finale de conf, va falloir battre minimum 2 des équipes que je viens de citer. Sauf fin de saison de fou malade, où tu finis top 2 et tu te joues une équipe de play-in au premier tour. Mais sinon, les Wolves sont partis pour devoir se taper 2 des équipes que je viens de citer, c'est-à-dire Thunder, Spurs, Nuggets, Rockets, pourquoi pas les... Attention, parce que tu vois le côté, genre, ouais, il faut au moins retourner en finale de conf. Ouais. Faut passer le premier tour, après faut passer la demi-de-conf, parce que ça va être tendu. Si Chris Finch retourne en finale de conf et qu'ils sont sortis en finale de conf, je ne sais même pas s'il est conservé. Ouais, mais c'est ISO, au moins il aura taffé. Mais il a la pression. Moi, ce que je veux dire, c'est que là où je te rejoins, c'est qu'il y a la pression parce qu'en fait, il y a pas mal de chemins tortueux dans lesquels, en fait, comme je te disais tout à l'heure, quoi, ils se sont fait fumer en demi-de-conf par le Thunder. Ah bah ouais. En fait, les Nuggets, c'était pas une si bonne match-up, en fait, finalement. Ouais. Tu vois ? T'as mal fini la régulière, t'as fini 4ème et du coup t'as battu ton premier tour, mais en demi t'as le Thunder et tu te fais sortir et tu fais si on avait poussé un peu plus, on aurait peut-être affronté les Spurs en demi et qui sait, avec leur inexpérience, on aurait pu envisager quelque chose. En tout cas, il y a la grosse pression, je suis d'accord. Sur Chris Finch et sur les Wolves en général. Ouais, coach qui est aussi un peu étiqueté, je veux juste être pote parfois et donner quelques indications à mes joueurs, mais pas trop les bousculer. Et j'aime bien du coup que Rudy hausse le ton. Ça peut créer des étincelles sur ces playoffs. Alex, qui tu as d'autre qui a la pression ? Je reste à l'Est. Les Cavs. Je dis les Cavs parce que je ne sais pas qui vraiment ressortir. Qui a le plus la pression aux Cavs ? Est-ce que c'est le coach, Kenny Atkinson ? Attention quand même à pas se faire trop outplay, outcoach, tu vois, en playoff, attention. Okay. Est-ce que c'est le GM, là, comme tu me le susurrais en off, là, Kobe Altman ? Altman, en tout cas, il a fait un trade, là, qui est encore dans la gorge de certains fans. Voilà, mais l'avantage qu'il a, Altman, c'est qu'il a Mobley sous contrat, Donovan Mitchell sous contrat. Bon, il a potentiellement une prolongation d'Arden à gérer, parce qu'il a player option et tout, mais voilà. Il a Jarrett Allen sous contrat, il a même Max Truss, Dennis Schroeder, Sam Merrill. Enfin... Ok, il y a la pression parce qu'on pourra toujours dire t'as vu, ton trade il a rien donné, mais en fait il a rien donné. L'année dernière tu t'es fait fumer en demi-de-conf. Si les Cavs vont prendre en demi-de-conf, oui c'est sûr on va avoir des discussions. Mais peut-être que ça sera pas le JM qu'on va pointer le premier du doigt. Oui, je te confirme. T'es d'accord ? Si les Cavs, si on arrive début mai et que les Cavs sont plus en play-off, je pense que le débrief va être piquant. Va être grave piquant. Kobe Altman ne sera pas sur la miniature, je te confirme. Je pense pas non plus, tu vois. Kobe Altman il pourrait être sur la miniature si par exemple ça va en finale de conf et que les Knicks leur font la chanson. Un exemple au hasard. Ou les Pistons. Et que Harden est à côté de ses pompes et que le trade n'a pas marché. Voilà, ou que, encore une fois, la raquette Mobley-Allen
Voilà, Jalen Duren, il tourne en 32-16 et ça saoule. Tu vois, genre ce genre de truc, tu vois, qui saoule. Bon. Mais donc t'as les Cavs, pourquoi ? Parce que quand même, Donovan Mitchell, il y a de la pression. James Harden, il arrive dans une nouvelle équipe, il remplace quand même Darius Garland, un meneur fort et tout, donc il va y avoir de la pression, les yeux vont quand même être pas mal sur lui. En plus, il est blessé au pouce, donc il va jouer avec une gêne. Donc bon, voilà, mais ça lui servira d'excuse, mais vite fait. En plus, c'est pas trop le genre forcément. Je suis d'accord. Il va jouer, il va faire. Mais quand même, par contre, on va le scruter. On va le scruter en défense, on va scruter ce qu'il fait dans les fins de match serrés, on va scruter ce qu'il fait quand il a tout le full ballon et que Donovan Mitchell est sur le banc. Enfin, il y a plein de choses. Mais du coup, indirectement, le mec qu'on va le plus scruter, c'est Kenny Atkinson finalement. Parce que Kenny Atkinson, là, genre, il a un effectif profond. Il n'y a pas beaucoup d'effectifs tellement plus profonds que les Cavs, en fait, finalement. Il y a du bac court. Et Harden, Mitchell, c'est le poste 3, Merrill. là, où il faut aller chercher derrière comme d'hab. Oui. Faut travailler. C'est l'interrogation Max Truss, là, où il nous fait des promesses comme quoi il va rejouer. rejouer. Max Truss, mais t'as quand même l'avènement de Jalen Tyson. T'as un Keon Ellis que tu peux glisser. Genre, Keon Ellis, ça y est, hein, tu regardes la fanbase des Cavs, les mecs sont là, bon, comment on fait de la place pour re-signer ce mec ? Tu vois, et évidemment, on vous l'avait dit. C'est cadeau, les c'est Kings, Sacramento. Doug Christie le faisait pas jouer, mais le mec a le niveau pour être dans le noyau de 7-8 d'une équipe dont les ambitions des Cavs, c'est minimum finale de conf. Ah, je te confirme. T'es d'accord ? S'ils sont pas en finale de conf, c'est une saison de merde. Oui. Entre la régulière qui a été complicado, là ils ont une bonne dynamique. Hein, là, c'est intéressant les Cavs là. Mais donc, j'ai dit les Cavs parce qu'à l'intérieur, voilà, il y a Donovan Mitchell qui va avoir de la pression. Patron, franchise player, doit porter son équipe. Tu as les intérieurs. Evan Mobley, saison chelou un peu soft. Jarrett Allen en playoff, pour l'instant, c'est pour moi celui qui a le plus la pression. C'est plutôt Jarrett que Allen, si vous avez voilà, tu vois. Et James Harden, qui quand même, du haut de toute son expérience, va être scruté. Donc, tu as tous les joueurs importants qui vont avoir de la pression, mais derrière eux, tu as le coach, quel genre de choix il va faire, quel genre d'association il va faire. Est-ce qu'il va plus mettre, quand il sort Donovan Mitchell, c'est quoi ? C'est du Harden Jarrett Allen que tu as envie d'avoir, ou c'est du Harden Evan Mobley ? Quel est l'ailier que tu mets à ce moment-là ? Plein de paramètres. Donc moi, je pense que Kenny Atkinson a beaucoup de pression, parce que 64 victoires l'année dernière, cette année, il n'aura pas 64 victoires, mais l'année dernière, tu as 64 victoires, tu te fais fumer en demi-conf, tu as des excuses, des blessures et tout. Là, bon, il va faire quoi ? Il va dire oui, mais Harden était blessé au pouce. Attention. Non, mais... Et attention, parce que pendant ce temps-là, les Knicks, en tout cas au moment où on fait cette vidéo, sont quand même dans une spirale assez intéressante. Les Pistons ne lâchent pas le steak, donc je sais qu'on va m'expliquer côté Cleveland que c'est une super match-up pour eux. Les Pistons, je vois l'idée. C'est ça qui est sorti dans la dernière fois, ouais, un peu, ouais, parce que c'est vrai qu'ils les ont bien fait chier, qu'ils ont toutes les armes pour faire chier les Pistons, je suis d'accord. Mais au final, les Pistons ont gagné le match, et 2 sur une série de playoffs. Attention quand même les gars, parce qu'ils ont quand même eux aussi des arguments pour faire chier. Et ils sont dans une dynamique qui, jusqu'à preuve du contraire, est meilleure que celle des Cavs. Mais c'est vrai que ça va mieux côté Cavs. Donc t'as les Pistons, t'as les Knicks, attention. On ne sait pas ce qui va se passer là bientôt, mais ça se trouve, il y a quand même un tremblement de terre vert qui va débarquer. On va peut-être en reparler plus tard, mais attention. Donc, il y a des clients aussi à l'Est. Donc, pour moi, oui, cet effectif des Cavs, la façon dont il a été fait, de Kobe Altman jusqu'aux joueurs stars en passant par Kenny Atkinson, ouais, il y a de la grosse pression sur les Cavs. Il y a de la grosse pression sur les Cavs. Oui. J'ai l'impression que c'est Jarrett Allen qui est next in line. On a démarré la saison. Next in line de quoi ? On avait démarré la saison en disant c'est écrit, hein, vu les mecs, vu leurs finances et vu la direction, s'ils font pas une super saison, c'est soit Garland, soit Jarrett Allen qui saute. Breaking news, c'est Garland qui a sauté. Hein. Le suivant, c'est Jarrett Allen. S'il y a un problème, je dirais, Evan Mobley, ils vont pas s'en séparer, les gars. Et Donovan Mitchell, no. Et vu qu'ils viennent de récupérer Harden, non plus. Donc, ce serait plutôt de conserver Harden, Donovan Mitchell, Evan Mobley et voir ce que tu peux faire autour de ça. Je pense que c'est Jarrett Allen qui a beaucoup de pression parce que Evan Mobley, on a des attentes très élevées. C'est un joueur qui est très fort des deux côtés du terrain, surtout en défense, mais il nous a montré dans certaines situations qu'il peut répondre présent. Donovan Mitchell, poste 5 en plus. Tout à fait. Donovan Mitchell, on l'a vu. Harden, on va le voir et on l'a vu. Est-ce qu'on peut me sortir 3 très bons matchs de playoff de Jarrett Allen en carrière ? C'est plus compliqué. Ou en tout cas avec les Cavs, j'ai très hâte que vous me le sortiez. Et en plus, il a un contrat dont le montant est tout à fait tradable. Donc, ouais, il y a la pression à Cleveland. Ouais, non, il y a la grosse pression à Cleveland. Mais c'est peut-être, je veux bien voir l'avis des gens s'ils disent que c'est Jarrett Allen, Kenny Atkinson ou Kobe Altman qui a le plus la presse.
Ben voilà, Cleveland, on va vous surveiller. Moi, je suis très excité, je dois l'avouer, par ce qui va se passer à Cleveland. Je pense que... Enfin, si tu me dis, moi, Cleveland, c'est mon favori pour aller en finale NBA, oui. Ben, je peux tout à fait être d'accord. Oui. C'est possible. Je peux être d'accord avec cette phrase. Maintenant, j'attends de la voir sur le terrain. Alors, ça peut donner. J'ai bien aimé ton... Ah, c'est Paolo Banchero, c'est Jamal Mosley, etc. J'aimerais parler de Monsieur Alperen Sengun. Et donc, peut-être certains vont me dire, il met Udoka. Nos amis les Rockets font du mieux qu'ils peuvent cette saison, compte tenu des circonstances. Pas de Fred VanVleet, blessure de Steven Adams, tu vas être top 4, top 5 de la conférence Ouest. Bravo pour ça. Il y a des limites, on l'a vu, parce que tu ne peux plus jouer au bully ball, rebond offensif, et ça score sans un des meilleurs rebondeurs offensifs de sa génération, Steven Adams, qui est super en duo avec Sengun, donc ça c'est très compliqué. Tu n'as pas Fred VanVleet, donc malheureusement, tu peux essayer de compter sur certains bons passages de Reed Shepard, notamment sur pick and roll et au shoot, mais défensivement on sait qu'il y a des limites. Mais donc, ces Rockets, même si le bilan va être plutôt correct là sur cette année, il y a le sentiment réel en voyant ces Rockets. Moi je t'avoue que deux choses. Un, offensivement, c'est pas Jojo. C'est pas très beau à regarder, nos amis les Rockets. C'est quoi ton 8-9 des Rockets pour aller en playoff? Parce que le 5 majeur, on voit à peu près. Ben on voit à peu près, mais. Le 5-6 majeur. Quoi. Mais après, qui a quel rôle? Parce que mettre 5 joueurs sur le parquet, c'est une chose, et après, qui fait quoi? Et c'est pour ça que j'en viens à Sengun. Parce qu'en fait, oui, je vais pouvoir y revenir sur ta question, c'est les 8. Mais en fait, aujourd'hui, quand tu regardes Houston, le plus gros bug, moi j'avoue, sur cette saison par rapport aux attentes, etc., c'est l'efficacité et l'utilisation d'Alperen Sengun. C'est-à-dire que le gars, je ne sais pas s'il faut un bouc émissaire à Houston, en tout cas souvent dans les équipes NBA qui sous-performent, on cherche une forme de bouc émissaire, ce qui vient d'avoir lieu là avec Orlando, on se dit Paolo Banchero, ça y est, c'est un role-player, comme tu l'as dit, avec toute cette nuance. Et Sengun, du coup, est beaucoup ciblé, très souvent. On le voit, il y a plein de gens qui vont dire, et c'est parfois justifié que défensivement, il se fait ouvrir et c'est barbecue chicken. Il y a des joueurs intérieurs ou extérieurs qui disent on sait quoi faire, écarter, Sengun, pick and roll et on va attaquer fort. Et donc du coup, ce qui était un très gros argument de la réussite des Rockets, leur défense, peut parfois être un petit peu malmené par rapport à l'utilisation de Sengun en défense. Et derrière, en attaque, je ne retrouve pas le Alpi qu'on a pu retrouver précédemment. Là, je vous trouve dur, moi. Non, non, mais je trouve qu'en attaque, ça va, quoi. Bah, je trouve après... Ça va dans quel sens? C'est-à-dire que moi, cette saison par rapport à la saison dernière, par exemple, en fait, la saison d'Alpi, on a démarré avec un match extraordinaire à OKC. On l'a vu, tu sais, au global, je trouve que ça va, dans le sens où je trouve qu'il trouve pas si mal son rôle. Il score bien. Il s'est adapté au fait que Amen Thompson a plus de ballons et à l'arrivée d'un Kevin Durant, quand même, il s'est adapté. Et donc, je trouve ça intéressant, le trident pour porter l'attaque, là, c'est le trident. Oui. C'est un duo avec Amen Thompson, quoi. Oui. Sengun Durant et Amen Thompson. On est d'accord? Oui. À titre personnel, j'étais plus inquiet que ça quand on a appris la blessure de VanVleet. Je ne pensais pas que les Rockets attaqueraient finalement pas si mal que ça toute l'année. Ils sont combien les Rockets En fait, il y a deux périodes. C'est-à-dire que si tu regardes sur l'ensemble de l'année, ils sont le 7e rating offensif. Ils ont le 7e. C'est pas dégueu. En moyenne sur la saison. Donc je sais qu'il y a des hauts débats, des dynamiques, mais quand même, quoi. Mais c'est important de parler de la dynamique. Parce que quand on a démarré la saison, c'est une équipe qui était la meilleure attaque de toute la NBA. On avait fait un apéro, on s'est dit, mais attends, comment ça, les Rockets, c'est la meilleure attaque de la NBA? Parce qu'ils avaient ce truc extraordinaire. C'était toujours ce jeu très fort en seconde chance rebond offensif, présence de Steven Adams, plus Kevin Durant. Donc on disait, putain, mais c'est incroyable ces Rockets. Regarde comment ils attaquent. Et on avait notamment un Sengun qui avait démarré très très fort à 3 points. On se disait, putain, mais Sengun, alors du coup, le mec vient de nous faire un euro extraordinaire. Il en prend pas beaucoup, hein. Non, mais juste pour faire tout ce l'historique. Le mec a fait un euro extraordinaire avec la Turquie. Oui. Il a été énorme. Ensuite, il est arrivé dans sa saison, il a démarré très très fort. Un petit coup de pompe, quoi. Un petit coup de pompe, ça arrive tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un petit coup de pompe, ça n'empêche pas qu'il y ait de la pression. Pour un mec comme Sengun notamment, et pour Ime Udoka. Donc du coup, tu avais la première partie de saison où les Rockets étaient donc première offense, où ils ont été vraiment tout devant. Si on prend les stats purs depuis 2026, c'est-à-dire depuis le 1er janvier, c'est 17e, 18e attaque de NBA. Donc du coup, quand tu fais médian, t'es 7e, 8e attaque. Oui, non, mais ça, j'entends. Et donc du coup, la tendance là de ces Rockets, c'est pas la même que celle de novembre. C'est une équipe qui arrive
toujours bon an mal an à gagner ses matchs avec une grosse défense, avec du KD, avec parfois du Amen Thompson, avec du Shepard, avec du Tari Eason et tout. Mais quand je me projette sur les playoffs à venir, ce qui m'intéresse avec Sengun notamment et avec Ime Udoka, c'est que Sengun, il va arriver là dans des playoffs chez ses Rockets où tu vas avoir qui en fait en face? Wemby, Jokic, Gobert. C'est du très 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 gros haut niveau pour Alpi. Non. Ou en tout cas, si c'est le cas, il va grailler. Il va vraiment, il va se régaler et je le souhaite parce que c'est un super joueur Alpi. Mais c'est une saison qui est un petit peu plus compliquée pour Sengun d'un point de vue body language sur le terrain. Quand tu vois les matchs des Rockets, parfois c'est compliqué pour lui. Il se fait. Parce qu'il a été catapulté dans un nouveau rôle aussi à l'intersaison. Hein. Mais tout à fait. Et en fait, au moment où ça marchait bien avec Steven Adams, on lui a enlevé Steven Adams. Donc on lui demande de beaucoup s'ajuster. Donc il y a beaucoup de pression sur Alpi. C'est pas une pression dans le sens critique, c'est qu'il y a beaucoup de pression sur Alpi Sengun. Et donc du coup, les playoffs à venir des Rockets, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'attente sur Amen Thompson. Pour y en avoir un petit peu plus, mais en gros, il va faire son jeu. KD va faire du KD. A priori, oui. Normalement, un et un font deux, KD va faire du KD. Et donc, Alpi va être le pivot de ces Rockets où il y a beaucoup d'équipes qui commencent à se dire « Ah, voilà ce qu'on peut faire potentiellement lorsqu'il est en défense, comment l'utiliser pour punir ces Rockets. » Et face à une compétition d'intérieur là à l'ouest, dans le très haut de l'ouest, qui est méchante. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais ça, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Hein. Il y a un peu de pression côté Alpi et côté Rockets, mais... Et aussi Udoka. Et voilà, en fait, je mettrais même un peu en dessous, même Udoka, dans le sens où il y a quand même encore beaucoup de jeunes dans cette équipe. Cette année, ils n'ont pas de meneur. Limite, il y a de la pression aussi sur le management, genre... Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils ont recruté? Ils n'ont pas essayé plus de recruter des meneurs. Peut-être qu'il n'y avait vraiment rien à trouver, mais bon, à voir. Mais en tout cas, c'est de la pression. C'est Rockets, oui, qui a été compliqué. Ouais, mais ils avaient la Disable Player Exception. Bon, bref, écoute, c'est comme ça. Mais en tout cas, oui, il y a de la pression. Je la trouve... Enfin... Quand je vois Udoka en conférence de presse qui dit pareil comme Mosley a fait, oui, c'est une histoire de jouer plus dur, parce que ça, c'est peut-être pas arrivé il y a 3 jours, mais c'est arrivé il y a 3 semaines. Ouais, bon là, Udoka, oui. Bon, il va falloir qu'il assume un peu plus, ça c'est sûr. Tout à fait, mais c'était pas dirigé vers Tari Eason et Amen Thompson. Non, c'est sûr qu'il parle à Sengun quand il dit ça. Non, mais c'est sûr, il parle à Sengun. Il y a une vraie pression sur lui. Et donc, quelle que soit la match-up... Jabari Smith aussi, qui se fait parfois critiquer pour absolument. Ça. Mais donc, en gros, Alpi, moi j'ai très hâte de voir ses playoffs parce que c'est un mec dur au mal qui adore les trucs comme ça. On l'a vu l'année dernière face aux Warriors. C'est pas un truc qui l'effraie. Moi j'ai trop hâte de le voir. Mais Alpi versus Wemby, Alpi versus Jokic... Tu sais que ça peut être un premier tour de playoff, hein, Alpi versus Jokic. Ça donne quoi cette affaire? C'est intéressant. Le niveau de pression sur le Sengun Nuggets est énorme. Rockets, il est intéressant. C'est énorme comme pression sur un mec comme Sengun. C'est énorme, beaucoup plus que sur KD, Tari Eason, Amen Thompson et compagnie. Après, il y a de la pression sur KD aussi. Hein. Ah oui. Parce que genre, on va dire quoi si les Rockets sont fumés dans un premier tour, comme tu viens de décrire là? Bah, qu'il a pas... Et que KD est encore à 25 points de moyenne en 50, 40, 90, mais on va dire ouais, il est super, il est incroyable, mais bon, il perd. Il a qu'à financer Trash Talk et pas d'autres entreprises. Voilà. Tu vois? Non mais... Hein? Oui, je t'en prie. Bah tiens, justement, qu'est-ce que j'avais dit moi? J'avais dit quoi? J'avais dit les Nuggets moi? Ouais, les Nuggets. Ah oui, à mon avis. Ah bah... Les Nuggets, j'ai mis... C'est qui a la pression? Pression, plus, j'ai mis. J'ai mis plus, comme au Magic et à Banchero. Tu vois, par exemple, les Cavs, j'avais mis plus. Hein, pas plus. Pas plus. Non. Les Nuggets que tu voyais, tu les as toujours eu champions. Je les vois toujours. J'avoue qu'il y a des matchs où ils me gavent, ils m'énervent, ils me saoulent. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont avoir la pression. Talent indéniable, globalement. Surtout qu'en plus, je vois beaucoup de critiques envers Cam Johnson et je les comprends parce que sa saison est vraiment assez crade en attaque. Le tir est vraiment plus là. Alors pourtant, ça rentre à 3 points. Normalement, voilà. Non, mais ça rentre à 3 points. C'est juste que quand tu regardes jouer, t'as l'impression que ça rentre pas. Il a quoi, 41% cette saison, je crois, Cam Johnson? Oui. Ah bon? Vas-y, vérifie. En fait, c'est juste que l'impression visuelle... En fait, c'est ouf. Regarde, ça se trouve, je dis de la merde. Mais... Autant que ça. Mais l'impression quand tu regardes jouer, c'est que le mec est complètement à côté de ses pompes. Oui, il a 41%, t'as raison. Mais l'impression quand tu vois Cam Johnson sur le terrain... 44% au tir global. Ah, bah oui. Ça, c'est ça qui va pas. Oui. Ok. En gros, ce que je veux dire, l'apport offensif n'est peut-être pas ce qu'il est. Moi, je reste dans le wagon de ce joueur, dans le sens où je trouve que par contre, quand tu regardes les matchs, tu vois bien que tout ce qu'il apporte défensivement, c'est intéressant. Et tout ce qu'il est capable de faire. En plus, faut pas oublier qu'en ce moment, et depuis un petit moment, il est obligé un peu de boucher des trous laissés par Aaron Gordon. C'est pas rien. Donc il y a de la pression aussi sur le retour d'Aaron Gordon.
Faut pas oublier que en enlevant Michael Porter Jr., oui, Michael Porter Jr. fait une saison offensive, gna gna gna, avec les Nets, pardon. Mais pendant ce temps-là, ils ont eu Cam Johnson, ça leur a permis de prendre Bruce Brown, Valanciunas et Tim Hardaway pour le même prix qu'un seul Michael Porter Jr. Le choix, il est vite fait, c'était Denver. Et donc, talent indéniable. Ils ont dans leur rang le meilleur joueur de la ligue, ou allez, si vous voulez, l'un des 2-3 meilleurs joueurs de la ligue. Offensif, je ne parle pas de Jamal Murray, je parle aussi de Jokic. Ils ont un des meilleurs lieutenants. Ils ont en Aaron Gordon, si tant est qu'il puisse jouer, un des super 3&D de cette ligue et tout. Ils ont de l'expérience. Parce que le noyau du groupe joue ensemble depuis longtemps. Le noyau du groupe a été champion ensemble. Murray, Jokic, Gordon, Peyton Watson, le jeune là qui monte, il était là. Christian Brown, il était là, il était en train de monter et tout à l'époque. Voilà, Christian Brown qui est devenu un titulaire du poste 2. Enfin, ils ont un vrai 5 majeur. Ils ont un vrai banc avec des Tim Hardaway, des Bruce Brown, des Valanciunas. Enfin, même tu peux mettre du Strouser ou du Peyton Watson, on verra. Enfin, Spencer machin, la pépite de Stan. Spencer Jones, tout à fait. Dans l'aile là, non voilà. Défensivement, ils ont vraiment des gars. Donc c'est pour ça que par exemple des gens comme moi, des fins experts, pensent que les Nuggets peuvent tout remporter. Et je le pense toujours. Mais et là il y a un vrai sujet qui se voit pas forcément toujours dans les stats, qui peut se voir, mais qui se voit quand tu vois plusieurs matchs des Nuggets. Il y a un vrai souci de régularité dans les efforts. Alors c'est vrai qu'en janvier, Jokic a été blessé, donc tu joues sans Jokic, tout est... Mais c'était bien. Mais c'était plutôt bien. C'était bien. C'est pas pour dire que quand il y a Jokic, ça fait moins d'efforts et tout, mais ça se repose un peu plus sur le talent global, parce que tu joues à côté de Jokic, t'as l'impression que tu peux tout le temps gagner, parce que le mec va tout le temps trouver la solution et tout. La saison de Jamal Murray est très très bonne, mais c'est vrai qu'il n'y a pas toujours les efforts qu'on voudrait des deux côtés du terrain. C'est une super saison de ça. Mais pourtant c'est une super saison, et pourtant il y a des soirs où il gave, il y a des soirs où il énerve. Il y a des soirs où il est pas dedans. Et donc, en fait, je pense que ces Nuggets ont la pression parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont une équipe qui fait partie des favoris. Et puis t'as le prime de Jokic, t'as la pression. Ils vont finir quoi ? Ils vont finir entre la 3e et la 6e place. Vraiment, s'ils sont 6e, c'est bas. Hein. Mais c'est le range. À ne pas exclure, vu le calendrier de fin de saison et leur dynamique. Voilà. Donc, mettons, ils finissent 6e. Ah putain, t'es 3e, t'es saoulé. T'es saoulé de ouf, les Rockets ou les Rockets. Les Wolves. Ou les Wolves. Le petit Wolves Nuggets du premier tour avec avantage du terrain aux Wolves, tu sais que c'est de l'immanquable. Je sais pas qui est le plus blessé, mais si je suis Denver, j'espère qu'on va vite retrouver Aaron Gordon et Peyton Watson. Exactement. Surtout Aaron Gordon. Peyton Watson, il monte en régime, on verra et tout, mais c'est vraiment Aaron Gordon la pièce la plus manquante. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur ces Nuggets, dans le sens où en fait, ils auront peut-être les excuses des blessures. Ok, mais sinon, ils auront quoi comme excuse quand ils vont en prendre 20 dans un match 1 ou un match 2 de play-off en série, tu vois ? On n'a pas eu de dynamique de saison régulière. C'est ça. Et donc, il y a le prime de Jokic. Il y a Murray qui fait une de ses meilleures saisons régulières. Sa meilleure saison de carrière. Voilà. Allez, sa meilleure saison régulière. Il est énorme. Il y a un groupe complet. C'est-à-dire que cette année, l'année dernière, oui, mais le banc ceci, le banc cela. Cette année, tu sors Bruce Brown, tu sors Tim Hardaway Jr., tu sors Valanciunas du banc, t'as du banc. T'as de la profondeur. C'est un vrai groupe de 8-10 gars qui peuvent jouer en play-off, hein. Au moins 8 en tout cas. Est-ce que Adelman a les épaules pour emmener ce groupe-là jusqu'au titre ? Adelman a la pression, clairement. Mais Murray et Jokic ont la pression également. Ils ont la pression de mettre un peu plus d'intensité tous les soirs dans leur match. Ils ont la pression de construire une dynamique là tout au long du mois de mars, même s'il n'y a pas Peyton Watson et que Aaron Gordon, on va voir. Il est censé revenir quand, Aaron Gordon ? Mon ami, il était encore en costard. Ah oui, non, je te dis, c'est pour ça. Hein. Moi, c'est Adelman, là, je vois beaucoup de... Aaron Gordon, bon là, sur l'injury report que j'ai sous les yeux, il est en game time decision, donc ça va peut-être pas trop tarder, peut-être. Mais après, il faut qu'il revienne, il faut qu'il prenne son temps, et il faut pas qu'il se reblesse. Parce que ça va faire trop mal. Pression, mais donc, il y a beaucoup de pression parce que même s'ils finissent 6e, s'ils finissent 6e et qu'ils se font fumer au premier tour de play-off par le 3e, une saison de merde. T'es d'accord ? Et je sais pas qui saute par la suite, mais bon, c'est... Et s'ils finissent 6e et qu'ils battent le 3e, mais qu'après il y a donc le 2e par exemple, mais qu'ils les fument aussi, en fait, Denver, c'est quoi l'objectif minimum de cette équipe ? C'est finale NBA. Finale de conf, minimum. Des Nuggets ? Ouais, non, je suis d'accord, en fait, t'as raison, c'est le titre. C'est le titre, c'est la bague.
Faut être champion. Faut être champion. T'as l'équipe T'as pour. le prime de Jokic, t'as l'équipe pour. Tout résultat autre que bague sera forcément frustrant pour ses fans. D'autant plus après ce qui s'est passé l'année dernière en Game 7 face au Thunder, où tout le monde s'est dit putain, ils sont capables de se les faire, les mecs. Donc, pardon, mais ça c'est la grosse pression. Non, c'est une Je me pression. demande, c'est pas l'équipe qui a le plus la pression sur cette fin de saison. C'est fort Franchement, probable. les Nuggets. En tout cas, c'est ce fameux. Tu t'as tweeté dessus, et moi pareil précédemment, sur Aaron Gordon est peut-être la pièce de l'échiquier NBA la plus déterminante des 4 prochaines semaines. Si le mec revient et qu'il est en forme. Ouais. Mais c'est Adelman, moi j'ai vu beaucoup de remarques qui ont été faites récemment parce que les line-up utilisés et parfois de ne pas reposer, de reposer Jokic et Murray en même temps et parfois de mal terminer les matchs. On a eu des clutch games des Nuggets tellement nuls ces dernières semaines, putain, auxquels j'étais pas habitué. Donc il y en a aussi qui commencent à juste surveiller Adelman pour voir si le costard est pas trop grand pour monsieur. Je suis d'accord. Je sais pense pas, qu'on je va sais pas, voir je sais pendant pas. ces playoffs. Et en même temps, tu lui enlèves ces 2 postes 4 là, Gordon, non, Watson non, là, tout ce monde, mais bon, il y a l'effectif pour, il y a une énorme pression sur ces Nuggets. Tout à fait. Je termine avec monsieur 48 Towns. Bon, évidemment, les Knicks, Il y a la pression. On a démarré la... Oui. 4. 4. Je vois pas pourquoi. Ah, le coquin. Les Knicks, évidemment, on le sait, grosses attentes, ça, pas de problème. 1-1 font 2, on a démarré la saison, on a dit, est-ce que, c'était la question de la mort, est-ce que c'est la saison la plus attendue des 30 dernières ? Oui, monsieur, on y est. Les Knicks visent le mois de juin, on l'effectif, l'expérience, tout ça, on a enlevé Tibbs, on a Mike Brown, vous connaissez à peu près le chemin. D'ailleurs, bravo monsieur Modiawara qui est en train de se faire une place dans la fanbase des Knicks, mon ami, Pépito Pépitas. En même temps, il fait Franchement, plaisir. Modiawara, il fait plaisir. Il fait plaisir. S'il y a un mec, à l'heure actuelle, qui est vraiment bouc émissaire de ces Knicks, pour plein de raisons, n'a pas la production offensive qu'il avait eue sur sa première saison, a moins rentré ses tirs à 3 points pour le meilleur sniper big man de tous les temps, est moins dedans, peut rendre certains soirs bien des services et n'est d'ailleurs pas souvent félicité pour le travail qu'il peut faire. Il a affronté des sacrés gros intérieurs, 4 qu'il a très bien tenu quand il est motivé et que ça se passe bien, avec ou sans Mitchell Robinson. Et parfois, tu sais, c'est un petit peu le Kevin Love de l'époque avec LeBron. C'est en gros, s'il fait le boulot, c'est grâce aux autres. Et s'ils ont perdu, c'est de sa faute. Mais donc, Kat, on le sait là, ce qui se passe. C'est les finales NBA ou rien. Et c'est pas contre lui, mais c'est juste que la plupart des réflexes des gens, là, et je le vois avec mes fans des Knicks, c'est que tu as des montages avec Giannis. C'est que tu as, que se passe-t-il si on rajoute ce gars-là chez ces Knicks ? Est-ce que c'est une doublette Brunson et Kat défensivement que tu as envie d'avoir pour aller le plus loin possible ? Et que c'est pas Brunson dont tu vas te séparer. Le mec, c'est le maire de New York avec Mamdani. Brunson, il a fait des petites ristournes financières. C'est le patron Brunson. Donc, on le sait que le premier gars qui va être pointé du doigt, avant Mikal, avant OG, c'est bon, le coach. Non, mais le coach, c'est bon, c'est déjà réglé. Ils l'ont fait sauter, ces Tibbs. Donc là, Mike Brown, je ne pense pas qu'ils vont virer Mike Brown au bout d'un an. Peut-être que oui, selon toi. Ça va dépendre des résultats. Ça dépend des résultats, mais ça dépend de ce qui se passe. On peut pas dire que ça soit non plus extrêmement convaincant. Il y a du mieux récemment. Il y avait des choses très intéressantes en début de saison et il y a du mieux récemment. Oui. Et là, la dynamique, on a vu des matchs où vraiment, moi, je me dis... Ils sont capables. Ouais, je suis d'accord. Ils vont avoir l'attaque et si ça se passe bien défensivement, on va voir. Mais la pression, elle va être énorme sur Kat. Elle va être énorme sur lui. Elle va être tellement énorme sur lui parce qu'en fait, tu sais qui est à quel rôle. Moi, je sens que Jalen Brunson peut évoluer au niveau d'un All-Star superstar sur l'intégralité des playoffs. Il nous l'a déjà montré. Donc, hormis blessure, il va être énorme encore. Pour finir les matchs, pour mener son équipe, dans le leadership, dans les paroles, etc. Parce que s'il doit regarder une finale de conf entre Kate Cunningham et Donovan Mitchell, tu sais qu'il va avoir un peu le seum. On sait à peu près, on va voir ce que ça donne, mais dans la production, s'ils sont sur deux jambes, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby, on sait qui va faire quoi, à peu près. La variante, c'est 4. C'est voir s'il va être très très fort, comme on a pu le voir parfois avec les Wolves, sur notamment les séries face aux Nuggets, on l'a vu précédemment, ou même dans la série dernière contre Boston, où il avait vachement bien tenu avec Mitchell Robinson. Et juste, si ça se passe pas, bien pour les Knicks, le premier bouc émissaire, ce sera Karl Anthony Towns. Et les gens vont demander une seule chose, c'est Giannis derrière. Premier bouc émissaire, je suis d'accord, ça sera Karl Anthony Towns. Je pense que c'est effectivement lui qui a le plus la pression, et je trouve ça très injuste. Et parfois, c'est trop injuste pour lui. Ouais. Parce que je pense qu'on sous-estime le côté, genre, les soirs où ça tombe pas dedans de Anunoby et ou de Mikal. Oui. Hein, on va en dire, oui, mais si Kat, il n'avait pas fait sa rotation. Ouais, voilà. C'est tout le temps le réflexe. Mais elle est indéniable, c'est la pression qui sera sur 4.
On finit avec quelques petits bullet points. Ouais. À moins que t'aies... Non, mais vas-y, peut-être sur les Knicks. T'as Non, autre chose à rajouter, sur les mais- Knicks, disons que j'allais quand même dire. Et qu'en plus, Mike Brown, qui est un coach qui n'a pas peur de prendre des décisions, tu vois les fins de match de playoff où Mike Brown il va dire bon, Kat, viens t'asseoir. Je vais mettre Mitchell Robinson sur le terrain. Mitchell, Josh Hart, Michael Oji. Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, Mitchell, il va faire des écrans à Brunson en attaque, puis ça va nous suffire. Il n'arrive pas à tenir Tobias Harris. C'est chiant quand même. Donc voilà. Donc attention à ça met la pression sur un joueur. Je suis d'accord, non mais je suis d'accord. Après je pense qu'il y a aussi de la pression sur Mike Brown. Oh oui, c'est sûr. Oh là là. Mais bon. Ouh, attention quand même. Attention quand même. Au choix qu'il va faire en playoff et tout. Attention. Pour finir, 2-3 petits noms juste comme ça. Jalen Williams, évidemment, côté Thunder. Hop. On va surveiller l'ami avec sa santé, on va voir. À voir côté Spurs. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait trop de pression, mais je pense que certains... Les Spurs auront l'excuse de la jeunesse, quoi qu'il arrive, quasiment cette année. Oui, je pense que juste ça va être le réflexe, comme beaucoup de choses ces derniers mois. C'est quand De'Aaron Fox fait des bons matchs, c'est normal. Quand les Spurs perdent, beaucoup de gens s'en prennent à De'Aaron Fox. Je trouve ça, pareil, un petit peu Je injuste. pense qu'il y aura le coach aussi. Mais il y aura le coach et il y aura De'Aaron Fox, ça c'est sûr. Tout à fait. Puisqu'en plus, Swan n'est plus là, donc ils ont trouvé un bouc émissaire. Jason Tatum, le comeback, attention. C'est-à-dire Tatum, ton Achille. c'est pas un petit truc. C'est énorme comme C'est un pression. truc de fou là C'est un truc de fou. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Retour dans un effectif où tout se passe bien. Il y a des potentialités avec ces Celtics-là. Et Tatum revient dans quel rôle, à quel rythme, comment ça se passe sur une des pires blessures. Il revient pour essayer de retrouver son rôle de leader, non ? Non, tu penses oui, pas toi mais comment ça se passe avec le reste de... Enfin, tu vois, Alors l'alchimie, l'ambiance et tout, effectivement, t'as raison. Moi, je fais quand même assez confiance à Joe Mazzulla. Oui. Non ? Si, mais bon, c'est pas rien. Ne prenons pas pour acquis le retour de KD de son Achille, ce n'est pas pour tout le monde. Ça. Ah non, c'est pas pour tout le monde. Je crois vraiment que Tatum peut. Oui. On demande encore à voir, hein, il va lui falloir un peu de temps et tout. Est-ce que là, le fait de revenir en mars lui permettrait d'être opérationnel vraiment de manière très correcte dès la mi-avril ? Je sais pas, ça me paraît un peu court, mais je peux peut-être que je me trompe. Par contre, attention, si c'est le cas, c'est pas les Celtics qui ont la pression, hein. C'est les Cavs, les Knicks et les Pistons. C'est le reste de la NBA. Je te le dis. Ouais. Hein, c'est vrai. Hein. Et même l'Ouest. Hein. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, Sur après, une on n'en est série- pas encore là, Ah, mais en tout cas, déjà à l'Est, sont chauds. est soulé. ouais, tout à fait. Si Tatum revient, et que ça se passe à peu près bien, et que même si le gars n'est pas encore à 100%, mais que l'ambiance est là, que l'autre commence à foutre des gros ils ont 3 envie en points, plus, hein. et qui défend à peu près, Ah. je peux te dire que à Cleveland, Mais à merde. Détroit et à New York, chier. ils vont être là. Putain. C'est quoi ce merdier ? C'était pas prévu ça. Oh, les sorciers. Qu'est-ce qu'il fout là ? Merde. Avec la qualité du coaching de Mazzulla, Derek White, Jalen Brown, les pivots là, parce que là, entre Keita qui fait match de sa vie l'autre jour, plus l'arrivée de Vucevic qui est quand même un carton plein, l'arrivée de Vucevic. Moi, franchement, je pense que la pression, oui, il y a de la pression sur Tatum parce que c'est un retour de ouf qui va tenter. Faut pas se reblesser mentalement, ça doit être un truc de ouf mentalement à affronter le fait de se remettre à sauter, à courir, prendre des coups et tout. chaud. Mais si ça se passe à peu près bien, la pression sur les adversaires, Ça va être très violent. c'est plus la même. Hein. Tout à fait. Dites-nous, vous, selon vous, qui a le plus la pression sur cette fin de saison 2025-26. Très très hâte de voir ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres petits apéros. On fait des gros bisous. À Ciao très tout le vite. monde. Ciao. Bisous. Ciao.